Les amis, il est temps de parler de la saison 2 de Doctor Who en passant de l'épisode numéro 2 jusqu'à l'épisode numéro 5. Alors cette saison, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve qu'elle est vachement meilleure que par rapport à la première saison. Déjà, on prend son temps, on raconte quelque chose autour du 15e Docteur au niveau de sa personnalité, et j'aime beaucoup son alchimie avec Belinda. Je trouve que les deux sont vraiment complémentaires. On a une compagne qui n'hésite pas à remettre dans le droit chemin le Docteur quand c'est nécessaire. Je trouve vraiment que ce Docteur, il est attachant. On en apprend beaucoup plus sur lui, sur ce qu'il ressent par rapport à son incarnation, le fait qu'il soit dans un corps de couleur noire, et que aujourd'hui, dans la société actuelle, et même dans la société du passé, il y a encore de la ségrégation, il y a encore des différences, encore des communautés qui se différencient l'une de l'autre, et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on devrait tous être normal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas juger quelqu'un sur sa couleur de peau ou sur ses différences. Et je trouve que cette saison 2 aborde très bien tous ces sujets-là. Et on a même le droit à un épisode, notamment l'épisode 3 de Well, où on voit Alice qui utilise la langue des signes pour pouvoir communiquer avec les autres, et notamment le Docteur. Dans la saison 1, ce que je reproche, pour moi, qui était le défaut de cette saison, c'était que ça développait pas assez la relation entre le Docteur et Ruby, et je trouvais qu'on ne se posait jamais. Ça allait trop vite, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu le temps de s'attacher à ce duo, qu'on était déjà arrivé au final de la saison avec Sutekh, tout ça, et au final, on n'était pas très attaché à Ruby, on n'en savait pas beaucoup sur elle. Alors oui, elle avait sa famille, il y avait cette intrigue autour d'elle, mais ça n'allait pas plus loin que ça, c'est-à-dire que le binôme, on n'a pas pu s'attacher à eux deux, parce que on a vu très peu de choses entre eux. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas grand-chose. Alors que pour Belinda et le Docteur, je trouve que ça marche très bien. Une véritable alchimie s'est construite, et elle devient encore plus puissante au fur et à mesure que les épisodes se déroulent. Et j'aime beaucoup comment les deux, encore une fois, sont complémentaires. Maintenant, parlons en détail de tous les épisodes. Lux, c'était donc le deuxième épisode de la saison 2, un épisode qui parlait de la ségrégation raciale, notamment sur cette époque de 1952 à Miami, où les Noirs ne peuvent pas faire la même chose que les Blancs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller au cinéma, ils ne peuvent pas aller prendre un café, ils ne peuvent rien faire. Donc vraiment une différence entre les communautés qui a été appuyée dans cet épisode, et j'aime beaucoup que le Docteur porte un message qui est très touchant. Il dit clairement que lui a soulevé des mondes, a sauvé l'univers à plusieurs reprises, il a tout fait, le Docteur. Mais malheureusement, il y a des combats qu'il ne peut pas mener tout seul. Il doit laisser faire les autres, et notamment sur ce sujet-là, entre les Blancs et les Noirs, et même toute personne étrangère. Et j'aime beaucoup le fait que Doctor Who, sur cette saison, prend le temps de parler de ces sujets-là. Ensuite, dans cet épisode, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la présentation de ce méchant, Lux, le dieu de la lumière. Et je trouve que son introduction est vachement aboutie, c'est-à-dire qu'on nous montre un dieu qui au départ semble naïf, qui semble limite capable de rien faire, limite le mec est faiblard. C'est d'ailleurs Belinda qui le qualifie comme ça. Mais on se rend compte que malgré tout, et c'est là aussi un peu le côté opposé de cet épisode, le personnage, il est très dangereux. Il est capable de capturer des personnes dans les pellicules de cinéma, dans les pellicules de films notamment. À la fin de l'épisode, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que le Docteur ne le bat pas. Il libère ce dieu pour que celui-ci ne fasse qu'un avec la lumière de l'univers. Après, bien sûr, il y a d'autres points qui sont à aborder autour de cette confrontation entre le Docteur et Lux, mais je trouve ça bien qu'on voit un Docteur finalement qui n'a pas la résolution pour battre cet adversaire, mais plutôt une résolution pour le libérer. Ensuite, l'autre point que j'ai beaucoup aimé, alors ça touche à la relation Belinda et le Docteur, on voit que le Docteur parvient à convaincre Belinda de participer un peu à ses aventures, en même temps, ils n'ont pas le choix, ils n'arrivent pas à retourner sur Terre, le Docteur est obligé de créer un vindicateur pour pouvoir amener le TARDIS au mois de mai 2025 pour ramener Belinda, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. On voit aussi que Madame Flood semble avoir tout prévu, et elle annonce clairement la fin du Docteur par rapport à ce périple qui prendra fin à la fin de la saison 2. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on voit l'explication du 4e mur, le fait que le Docteur à un moment donné avec Belinda se retrouve piégé suite à une action de Lux. Ils doivent sortir de la pellicule du film, et à un moment donné, ils parviennent à briser le 4e mur pour se retrouver dans notre monde avec des véritables fans de Doctor Who. On a alors une scène comique entre le Docteur et ses fans par rapport au fait que le Docteur a des épisodes préférés alors que les fans en ont d'autres. Ensuite, le Docteur parvient à trouver la solution, notamment le fait qu'ils doivent brûler la pellicule de l'intérieur avec Belinda pour pouvoir sortir du piège de Lux
chose que le docteur va réussir à faire, et il va finir par se brûler la main, et on peut voir que celui-ci utilise sa bigénération, c'est comme ça que c'est appelé dans cet épisode, et non pas l'énergie de la régénération, il utilise cette énergie pour se régénérer, et là encore une fois, on en apprend un petit peu plus sur le docteur, même si on connaît un peu son histoire, mais au moins on voit vraiment que Belinda et le docteur apprennent à se connaître de manière subtile. Pour ce qui est de Reginald Pye, c'est un personnage qui est important à la fin, il sauve le docteur et se sacrifie en faisant brûler le cinéma. En gros, il nous fait comprendre qu'il part rejoindre sa femme qui est décédée, et s'il était bloqué dans le cinéma, c'est parce que Lux lui permettait de faire revivre sa femme à travers les films, à travers la lumière. En soi, le personnage était devenu un petit peu fou, il n'a jamais fait son deuil, et je trouve ça assez mélancolique de voir que la fin pour tout le monde se passe bien, tout le monde est libéré, mais personne ne se soucie de ce qui est arrivé au projectionniste, qui lui s'est sacrifié visiblement, et il est bel et bien mort. L'épisode 3 de The Well est certainement l'un de mes préférés, parce que on voit vraiment un docteur qui est effrayé face à la créature qu'il rencontre de nouveau, parce que oui, cet épisode retrace une histoire passée sur cette planète avec le docteur lorsque c'était le docteur incarné par David Tennant. Il se retrouve sur la planète Midnight et il ne sait toujours pas comment faire pour vaincre cette créature. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le moment de la révélation lorsque le docteur comprend qu'il est sur cette planète. Il comprend le danger qu'il y a pour toutes les personnes qui sont présentes. Donc le commando, le docteur lui-même, et bien sûr Belinda. Parmi les personnages qui sont intéressants dans cet épisode, je trouve qu'on a une vraie utilité encore une fois pour Belinda, c'est-à-dire que Belinda elle est là pour soigner Alice qui est blessée, pour essayer de comprendre un petit peu l'atmosphère. On a cette intrigue autour de la planète Terre qui a disparu, qui est méconnue par ce commando, malgré qu'il y a des centaines de milliers d'années qui se sont écoulées dans le futur. On a aussi un docteur, qui, quand il se retrouve face à Alice, pour communiquer, il y a le langage des signes, je trouve ça aussi très bien. On voit qu'il y a un code qui a été mis en place pour faciliter la communication avec la technologie, mais aussi dans les règles humaines, pour pouvoir parler avec toute personne qui peut avoir des différences. Je trouve que cet épisode est très bien et aborde un sujet tout aussi profond de la société. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, du coup, c'est le docteur qui se retrouve face à Alice pour discuter directement avec la créature. Il met, c'est vrai, un peu de temps à comprendre comment il va faire pour pas vaincre la créature, mais pouvoir la fuir et sauver Alice. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, dans un premier temps, on pense que le docteur a trouvé la solution, ce qui est le cas, mais ne parvient pas à fuir la créature totalement et semble se retrouver derrière Belinda. Alors en soi, on sait qu'elle va pas mourir, on sait que il va y avoir une petite solution qui va être trouvée, et c'est finalement Shaya qui est très intéressante dans cet épisode, et notamment sur la fin, qui prend la décision de se sacrifier, parce que pour elle, toute sa vie, elle s'est battue, et le combat s'arrête maintenant. Sauf que retournement de situation, il y en a même deux. La première retournement de situation, on s'aperçoit que la créature est toujours aux côtés des autres membres du commando, elle n'a pas bougé, ou alors il y avait deux créatures, ce qui en soi ne serait pas impossible, pourquoi il n'y en aurait qu'une? Et le deuxième retournement de situation, et là encore une fois le mystère s'épaissit concernant ce personnage, Madame Flood est encore une fois présente et pose des questions, notamment à Mo, comment le docteur se comporte-t-il? Est-ce qu'il a créé le Vindicateur? Et tout semble se dérouler comme prévu de la part de Madame Flood. C'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on voit que Madame Flood est en train de surveiller si le docteur emprunte bien le chemin où il doit aller, c'est-à-dire là où sa vie doit se terminer. Alors j'ai pas encore évoqué le cas du personnage Cassio. Dans cet épisode, c'est pour moi un reflet de la société. On a une Shaya qui réfléchit, qui est humaine et qui prend des décisions qui vont dans le sens de tout le monde. Cassio, lui, c'est un véritable soldat sans cœur qui ne réfléchit pas et qui est formaté pour réussir la mission. Finalement, c'est lui qui devient fou, qui perd complètement les pédales et c'est ce qui va causer la mort de ses partenaires et sa propre mort. Lucky Day, c'est le 4e épisode de Doctor Who, et cet épisode, qu'est-ce qu'il était bien, et c'est un épisode où on ne voit que très peu le docteur, mais quand on le voit, il est vraiment goldé. Alors pas forcément au début il rencontre Conrad, et à la fin, c'est incroyable, le discours du docteur face à Conrad, ce face-à-face, c'est grotesque, c'est vraiment masterclass. Et le personnage de Conrad, c'est un véritable, excusez-moi du terme, enfoiré, enculé. C'est hard. Le personnage, comment il nous est montré, le mec c'est le diable en personne, il est inhumain. Alors dans Doctor Who, c'est ça qui est fou, on essaie toujours de montrer des personnages avec un côté nuancé. Le côté bienveillant des personnages et le côté malveillant. Même un personnage qui peut être la pire des raclures, le pire des enfoirés, il y a toujours une once d'espoir, de lumière. Même avec le maître, par exemple, à chaque fois, quand c'est un sadique, il y a toujours un petit côté lumineux, un côté bienveillant, on peut comprendre ses actions. Même un Dalek, tu sens que des fois, il y a un petit truc qui fait que...
Mais là, alors là, Conrad, on est sur un développement. Au début, il est bienveillant, il s'intéresse au docteur, on a l'impression que vraiment il veut faire quelque chose de bien, et quand on arrive sur la fin d'épisode, son développement est dans la régression totale. Et en bien, hein, je précise. Ce personnage-là, en fait, il est inhumain, il manipule les autres, il détruit Ruby, il est sorti avec juste par intérêt, il a détruit Kate, il a pas hésité à humilier Unit, les détruire de l'intérieur, tout ça pour tout simplement essayer de dévoiler un potentiel mensonge de Unit. Et c'est pas crédible en fait. Le mec est un complotiste extrême, mais aveugle surtout. Il a vu le docteur, il a vu le TARDIS, il a vu Ruby, il a vu de véritables créatures, il a été marqué par l'une des créatures, mais il continue de dire que c'est fake, que le docteur c'est un truc de magicien, que Ruby est dans la complicité, que Unit se sert de la population pour récupérer de l'argent. Alors en soi, ça aurait pu marcher pour la mentalité du personnage s'il n'avait pas vécu tout ça. Si en gros, tout ce qu'il raconte, c'était ce qu'il avait vu à la télé. Mais il a vécu des trucs comme ça. Et en plus de ça, à la fin, quand il a sa rencontre avec le docteur, le TARDIS, il dit clairement que cette réalité, le monde du docteur ne lui convient pas, il préfère rester comme il est. Alors là, le docteur, il commence à péter un plomb en disant que voilà, tu t'en es pris à Ruby, d'ailleurs toujours protégé par le docteur, ça fait plaisir. Mais on voit vraiment un docteur qui est dans une colère noire à ce moment-là. Le mec lui dit clairement que t'es que dalle, tu vas mourir en prison, tes cendres vont s'éparpiller dans le vent, en gros t'es de la merde, c'est ce qu'il dit clairement à Conrad. Il faut bien comprendre que le docteur n'est pas obligé de venir en fin d'épisode. Conrad est en prison. Mais il le fait quand même se téléporter dans le TARDIS, en lui disant qu'il est spécial. Mais vraiment dans le mal. D'ailleurs, ça me permet de faire la transition sur cette scène entre Conrad et le docteur, le TARDIS, la prison. Lorsque le docteur relâche Conrad dans sa prison, Madame Flood vient directement le libérer, en disant qu'en gros il va accomplir des choses, et on comprend que Conrad va certainement revenir pour se venger du docteur avec la complicité de Madame Flood. Mais j'ai l'impression que le docteur n'arrive plus du tout à voir Madame Flood. Ça ferait écho à ce qui a été dit dans l'épisode 1, lorsque Madame Flood a dit « Vous ne m'avez pas vu », en parlant à nous, mais peut-être aussi en parlant du docteur. Parce que là, le docteur, il devrait voir ce qui se passe. Il a été capable de téléporter Conrad. Donc comment se fait-il que 2 secondes après, il n'ait pas vu Madame Flood en train de libérer Conrad? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le docteur qui s'est adressé au personnage de Conrad, c'est un docteur qui se situe entre la saison 1 et la saison 2, qui n'a pas encore rencontré Belinda. Alors que, justement, Conrad, lui, a déjà croisé le docteur avec Belinda, puisqu'à ce moment-là, il était tout petit, mais comme on sait, la chronologie dans Doctor Who, c'est un petit peu le millimélo. Pour parler un peu plus en détail de Ruby également, je trouve que cet épisode développe parfaitement la mentalité de Ruby avec ce côté après-docteur. Et c'est vrai que dans Doctor Who, ça n'a pas été tant exploité que ça, de savoir un peu comment vivent les compagnes ou les compagnons du docteur après que celui-ci soit parti. Alors on a vu un petit truc avec Mel par rapport au 14e docteur, mais c'était vraiment très subtil, très bref. Et là, le fait qu'on nous explique que voilà, Ruby est traumatisée par rapport à ce qu'elle a vécu suite à tous les événements de la saison 1, sous Tech, et tout ce qu'elle a rencontré en termes de créatures, toutes les aventures qu'elle a vécues avec le docteur, ça a des répercussions. Et le fait aussi qu'on nous explique qu'elle souffre de l'absence du docteur, qu'elle est vraiment triste, en souffrance, qu'elle est prête à s'exiler à la fin de cet épisode pour pouvoir se reconstruire, marque qu'elle est vraiment touchée, traumatisée. Mais ça m'amène sur un point. Pourquoi le docteur a laissé Ruby et pourquoi il la laisse toujours? Parce qu'on comprend qu'il veille toujours sur elle. Mais récupère-la, ne la laisse pas vivre cette vie-là, elle est triste. Alors je peux comprendre que le docteur a fait ce choix-là de laisser Ruby auprès de sa famille pour qu'elle rattrape le temps perdu, mais elle n'est pas heureuse. Et pire que ça, le docteur, lui, n'est pas heureux, car à ce moment-là, il n'a pas encore rencontré Belinda. Le docteur souffre toujours du manque de Ruby. On avait vu ça dans Joy to the World, où il se sentait seul, et on a vu ça au tout début de la saison 2. Il voulait absolument une nouvelle compagne à ses côtés, c'est pour ça qu'il a forcé Belinda à être à ses côtés. Donc là, je me dis, mais pourquoi le docteur ne revient pas voir Ruby? Elle en a besoin, et lui aussi. Autre point aussi qui était plutôt intéressant dans cet épisode, lorsque Conrad est face à Kate, à Unit, à ce moment-là, Conrad a littéralement fait sauter Unit de l'intérieur, plus personne n'a confiance en eux, et il n'hésite pas à provoquer Kate, à la fois sur ce qu'elle fait avec Unit, mais aussi sur les valeurs que pouvait avoir son père. Et j'ai beaucoup aimé le fait de voir Kate qui était vraiment dans la rage, dans la colère, qui voulait donner une leçon à Conrad, qui a libéré la créature de l'épisode, le Shriek, et celle-ci était prête à bouffer Conrad. Il a fallu que Ruby intervienne pour le sauver, et on sentait vraiment que Kate, elle était prête à ce que Conrad meure. Évidemment, c'est ce que les autres ne voulaient pas. Le fait de voir cette facette-là de Kate,
qui est aussi détruite par rapport à ce qu'elle a vécu avec Conrad, tout comme Ruby, ça montre que voilà, elle n'est pas aussi forte qu'on peut le prétendre, que ce n'est pas un personnage, certes elle est au-dessus du unit, mais elle reste une humaine. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir une facette aussi fragile avec le personnage de Kate. Et le fait qu'à un moment donné, qu'on lui demande si elle va bien, mais qu'elle préfère directement passer à autre chose, montre qu'elle souffre de ça, de ce qu'elle a vécu, d'avoir été manipulée et d'avoir été trahie et souillée par rapport à son nom et ses valeurs par rapport à son père. Et Conrad a été beaucoup trop loin par rapport à ça. Et c'est aussi ça où le docteur, quand il intervient face à Conrad, il parle surtout de Ruby, mais il aurait pu aussi mentionner ce qu'a fait Conrad à l'égard de Kate, parce que là, clairement, il a été très méchant. Le mec a voulu servir ses intérêts, servir ses profits, alors qu'on en parle quand même que le gars n'hésite pas à détourner de l'argent, mais il accuse les autres de le faire. Des choses fausses en plus. Donc Conrad a été très loin, et je trouve que sur le côté vicieux du personnage, ça a été très bien représenté. Le 5e épisode de Doctor Who, The Story Engine, excusez-moi pour mon anglais, mais c'est un épisode qui est absolument formidable. Alors c'est un petit peu fouillis, il y a plein de choses de gauche à droite, il y a peut-être des détails que j'ai oubliés, et c'est certainement le cas, mais qu'est-ce que j'ai aimé cet épisode, parce qu'on en apprend beaucoup plus sur les émotions du docteur, sa personnalité. Ça parle, comme pour l'épisode 2, ça parle de la ségrégation raciale, des communautés différentes les uns envers les autres, le fait que le docteur se sente à l'aise là où il va, dans ce barbershop, parce que voilà, toutes les personnes qui sont présentes dans cette ville, dans ce pays, sont de couleur noire, comme son incarnation actuelle, et il dit un truc très intéressant, et c'est là qu'on voit un docteur qui est pour moi très touchant, et Ncuti Gatwa est monstrueux dans ce rôle-là. Il dit, voilà, c'est ici que je me sens à l'aise, que je me sens en sécurité, parce que là, tout simplement, je ne suis pas jugé. Il est considéré comme normal, comme quelqu'un de leur famille, et de voir un docteur qui pleure par rapport à ça, en se disant que dans d'autres endroits, il n'est pas à l'aise, qu'il ne se sent pas légitime, c'est terrible de dire ça. C'est un épisode qui reflète parfaitement, malheureusement, des problématiques de la société d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est émouvant, cet épisode. Cet épisode aussi est très intéressant sur d'autres points. Déjà, le propriétaire du barbershop, alors son nom fait 10 km, il l'est dit à la fin, c'est un nom de substitution à un nom, on va dire, d'adoption pour cette communauté. Mais le propriétaire du barbershop, il a l'objectif de tuer tous les dieux, parce qu'à l'époque, c'était un conteur de dieux, et il n'a eu aucune reconnaissance. En gros, on s'est servi de lui, et il veut se venger. À la fin, le docteur parvient à le ramener à la raison, et c'est ce qui va amener à ce que tout le monde soit sauvé. D'ailleurs, le propriétaire ne parvient pas à se pardonner lui-même, il s'en veut complètement, et il s'isole limite. Mais on voit que les autres sont prêts à l'accepter et le pardonner. Et c'est là pour montrer qu'il y a de la gentillesse, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui a été de malveillant, parce que clairement, le propriétaire, il a enfermé tout le monde dans son barbershop, et il aurait pu les condamner, c'est ce qui était prévu. Mais le docteur a su trouver les mots pour que celui-ci puisse se pardonner et aller de l'avant. Parce que cet épisode, il y a quelque chose qui est assez fou. C'est un épisode où tout le monde doit raconter ses histoires du passé et raconter un petit peu sa vie. Et finalement, ce sont nos histoires qui façonnent nos vies. Et à un moment donné, quand le docteur parle de ses histoires, on a le droit à cette fameuse scène où on voit tous ses visages parce qu'il en a vécu des choses avec plusieurs vies différentes. Et le fait de nous montrer que voilà, le docteur est capable de mourir, capable de naître, de renaître, c'est finalement un peu sans fin pour lui. Et c'est dans cette situation-là que je trouve que le docteur est très très bon, parce qu'il fait comprendre son vis-à-vis, à son adversaire de l'épisode, si on peut appeler ça un adversaire, que lui aussi il peut changer, qu'il peut aller de l'avant. Et on voit qu'il est très intelligent, le propriétaire du barbershop, parce qu'il a été capable de créer énormément de choses, notamment l'espèce de création artistique de 73 yards. On peut voir qu'il est à l'origine de pas mal de choses. Alors il y a pas mal de choses qui sont floues aussi. Alors on a l'impression que les histoires sont en train de sortir de ce barbershop. On voit un enfant de Space Babies qui apparaît devant Belinda. Alors pourquoi devant Belinda ? Pourquoi cet enfant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié ? Je me suis dit qu'à un moment donné, il y allait avoir un délire avec Madame Flood, parce que vu que c'est un conteur d'histoires, qu'il veut tuer les dieux, qu'il veut absorber les histoires des autres personnages, je me suis dit peut-être qu'on aura Madame Flood qui était en réalité celle qui était derrière tout ça. Finalement, il n'en est rien, même si elle apparaît à un moment donné dans l'histoire de Belinda. Et c'est ça, encore une fois, qui rend le truc encore plus troublant. Madame Flood est donc dans le passé de Belinda. Ça, c'était logique, on avait vu ça dès le premier épisode. Mais c'est le docteur qui raconte un peu la personnalité et le passé de Belinda. Ce qui veut dire que le docteur a observé Belinda depuis un sacré moment. Mais il ne voit pas Madame Flood. Souvenez-vous d'un truc, dans 73 yards,
lorsque Ruby est confrontée face à cette personne bizarre à 73 mètres d'elle, toutes les personnes autour d'elle ne peuvent pas la voir. Et quand les personnes s'approchent d'elle, elles commencent à fuir, elles sont vraiment paniquées. Est-ce que là, il n'y aurait pas un délire similaire avec Madame Flood qui justement empêcherait les autres personnes de la voir, ou du moins uniquement que le docteur? Et je crois que c'était lié à l'un des systèmes du TARDIS. Est-ce que Madame Flood n'aurait pas absorbé quelque chose en lien avec la technologie du docteur, qui est donc le TARDIS, ce qui pourrait expliquer pourquoi le docteur ne peut pas la voir. Ensuite, il y a un autre truc qui a été assez oufissime dans cet épisode lorsque le docteur se retrouve face à Abena. Dans un premier temps, il a l'impression de reconnaître ce visage, mais il ne sait pas où. Et finalement, il va s'en souvenir. C'était à l'époque, avant d'être ces différentes incarnations, c'était lorsqu'il était le docteur fugitif, ou plutôt la docteur fugitive. Mais à quel moment le 15e docteur, enfin le docteur tout court, se souvient de sa vie antérieure à ces différentes incarnations? Parce que là, clairement, il se souvient d'avoir été aux côtés d'Abena et de lui avoir promis de l'amener avec elle dans le TARDIS. Il sait, du coup, comment s'est déroulée une partie de sa vie avant. Sauf qu'il me semble bien, quand c'était la 13e docteur, elle ne se souvenait absolument pas de sa vie passée. Donc, est-ce que ça veut dire que le 15e docteur a retrouvé une partie de sa mémoire et qu'on pourrait se diriger vers un vrai développement le concernant et peut-être un climax à la fin de la saison qui va ramener le docteur à ses origines? Pourquoi pas? Parce qu'en soi, les entités qui viennent affronter le docteur viennent d'un autre univers, d'une autre réalité. Et certainement que le docteur vient d'une autre réalité parce que ça a été effacé dans l'un des scripts où le docteur devait dire à un moment donné à Ruby dans la saison 1 que lui ne vient pas de cet univers-là. Peut-être que tout va être relié à la fin de cette saison 2 et va coïncider avec les révélations de cet épisode. En bref, cette saison 2 est clairement réussie. Pour moi, on est monté en intensité, c'est beaucoup plus sombre, les personnages sont nettement plus attachants, on commence à comprendre beaucoup mieux la psychologie de ce docteur-là, pourquoi il est aussi émotif, parce que ça joue de comprendre ses émotions quand on raconte un petit peu ce que traverse ce personnage, comment il vit aussi cette incarnation, le fait qu'il soit d'une couleur différente par rapport à ses incarnations du passé. Je ne prends pas en compte la docteur fugitive. L'autre point fort de cette saison, il y en a deux autres, l'alchimie entre le docteur et Belinda. Plus les épisodes passent, plus les deux se rapprochent, et tu sens que Belinda veut de moins en moins rentrer chez elle, même si elle a toujours l'objectif d'y arriver. Il y a de fortes chances qu'à la fin de la saison, au moment où le docteur va réussir à ramener Belinda et que tout le monde sera sauvé, Belinda dise au docteur, finalement, je veux continuer à vivre ces aventures avec toi, et ils vont repartir ensemble. Peut-être que Ruby va les accompagner, ça je ne sais pas. L'autre point fort, pour moi, de cette saison, c'est les différents sujets abordés. La ségrégation raciale, la solitude. Je trouve que vraiment c'est une saison qui prend son temps. Les épisodes sont captivants, il y a de l'action, et surtout c'est développé. Même les personnages secondaires ont quelque chose à raconter. Et c'est ce qui manquait cruellement à la saison 1. Alors peut-être que la fin de la saison 2 sera moins bien que le final de la saison 1. Mais pour l'instant, il faut le dire, le début de cette saison 2 jusqu'à l'épisode 5, mais clairement une volée à la saison 1. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que le 15e docteur va se régénérer à la fin de la saison? Il y a énormément de rumeurs qui disaient que Tsukikato allait quitter son rôle. Maintenant, au vu de ce qui se passe par rapport à Madame Flood, le fait qu'elle anticipe toutes les actions de ce docteur-là, qu'elle prédise que sa fin va bientôt arriver, ça semble supposer que le 15e docteur va être amené à mourir et donc se régénérer. Ou alors on aura un délire où le 14e docteur pourrait intervenir pour sauver le 15e, se bigénérer, finir la bigénération pour amener l'énergie au 15e docteur. On pourrait avoir un délire comme ça, ou alors pas du tout, le 15e docteur va réussir à déjouer Madame Flood. Mais je trouverais ça troublant que sur le final de la saison 2, Madame Flood soit totalement défait. Peut-être qu'il y aura une 3e saison pour continuer un petit peu ce combat entre le docteur et Madame Flood. Parce que là, on nous tease vraiment quelque chose de gros, une guerre de la réalité. J'espère que ça ne va pas que se conclure à la fin de la saison 2, qu'il y aura des conséquences qui vont être développées dans la saison 3 par exemple. Avec encore une fois ce docteur. Parce que je pense sincèrement qu'il faut continuer à développer cette 15e incarnation, car le personnage a beaucoup de choses à raconter. Il est touchant, émouvant, et tu sens qu'il y a des choses liées à son passé qui doivent être développées avec ce personnage. Il faut terminer son histoire. Évidemment, j'attends vos commentaires et vos théories concernant cette saison 2, et surtout n'oubliez pas de vous abonner
je compte sur vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.